Bonjour. Merci à toutes et à tous d'être venus déjà. Vous êtes nombreux, je crois. Du coup, je suis très heureuse d'être là ce soir pour finalement réaliser mon projet. Alors, le but de cette soirée, c'est donc de sensibiliser chacun et chacune d'entre vous aux causes qui me tiennent beaucoup à cœur, qui sont le harcèlement, le suicide et la santé mentale de manière plus générale. Donc, ces sujets vont être abordés par les associations Clash, le collectif de lutte contre les attitudes sexistes en milieu hospitalier, qui nous parlera donc de harcèlement sexiste et sexuel en milieu hospitalier et les répercussions que ça peut avoir. Ensuite, Stop Suicide va exposer quelques chiffres et déconstruire les préjugés et idées reçues autour du suicide. Et puis enfin, MedSix, Med Sana Incorpore Sano, l'association des étudiants en médecine pour la promotion de la santé mentale, qui parlera donc de la santé mentale chez les étudiants. Et puis moi, je vais aborder le sujet du harcèlement à travers celui que ma meilleure amie a subi en étant à l'école, pour apporter un regard sur une autre forme de harcèlement. Je vais aborder le sujet du suicide du point de vue des proches de la victime, étant moi-même proche d'une personne s'étant suicidée. Et puis ensuite, je parlerai de la santé mentale en évoquant également mon expérience. Donc voilà, le but de la conférence, c'est que vous ressortiez un peu mieux informés sur tous ces sujets, que les tabous soient un peu brisés autour de ces thématiques. Et puis voilà. Donc, on va commencer avec Clash, le collectif de lutte contre les attitudes sexistes en milieu hospitalier. Donc, je vais commencer. Je vais vous parler de la part de Clash, donc le collectif de lutte contre les attitudes sexistes en milieu hospitalier, et je vais essayer de faire un parallèle avec finalement l'impact que ça a sur la santé mentale des personnes qui le subissent. Première slide, on va discuter d'abord des mécanismes en fait qui font qu'il y a peut-être ce harcèlement sexuel et ce sexisme en milieu médical. Tout d'abord, c'est un milieu très hiérarchisé, donc ce qui fait qu'il y a des rapports de force entre les individus, donc les personnes qui subissent le harcèlement et les personnes qui le commettent, si je peux dire ça comme ça, ce qui rend finalement qu'il y a un peu une peur de répondre déjà en premier lieu. Il y a également une peur finalement de, après coup, dénoncer quelqu'un parce qu'il y a justement cette hiérarchie qui fait que typiquement, notre carrière peut peut-être dépendre de la personne qui nous a fait du harcèlement sexuel. Deuxièmement, il y a ce chiffre de genre qu'on voit dans les études de médecine. Donc, je crois que j'ai les chiffres. Il dit 70% de femmes aux études de médecine versus 8% en poste de responsabilité. Ce qui fait que peut-être qu'on a plus de dépendance à la hiérarchie. Les personnes les plus haut placées sont plutôt des hommes. Si on subit ce sexisme, peut-être qu'il est plus difficile d'en parler avec ces personnes. Cela isole aussi les stagiaires finalement assez radicalement. Ensuite, il y a aussi la relation au corps qui est assez particulière en médecine parce qu'il y a finalement cette cassure de la barrière qu'on aurait comme pudeur, par exemple, dans le milieu hospitalier par rapport aux patients, et ce qui fait que peut-être certaines personnes se permettent finalement de faire des commentaires plus déplacés et tout, qui ne justifient en rien leur action, bien sûr. Il y a également juste la présence des patients-patientes parce que ça fait qu'il y a une population en plus qui pourrait dire des commentaires sexistes ou vous harceler sexuellement. C'est vrai que ça fait une population en plus que dans certains autres milieux. De plus, il y a l'invisibilisation du sexisme. En fait, on a tellement, disons, banalisé le sexisme que peut-être on l'a juste appris que c'est comme ça et que voilà, c'était juste une blague et que c'était pas grave. On l'a tellement intériorisé qu'on ne se rend pas compte du problème. Donc ça, c'est les mécanismes qui sont, selon moi, propres au milieu médical qui font qu'il y ait ce harcèlement sexuel en milieu hospitalier. Et maintenant, l'impact sur la santé mentale. Évidemment qu'il y a beaucoup d'impact. Donc, en tant que médecin ou en tant qu'étudiant et étudiante, là, l'article cité résume très bien. Évidemment, il y a beaucoup plus de dépression chez les personnes qui sont sexuellement harcelées. Il y a plus de stress, plus d'anxiété.
Ces personnes ont beaucoup plus de troubles du comportement alimentaire, de troubles avec de la drogue, de l'alcool. En plus, en tant que médecin, on a plus de tendance à peut-être quitter son travail, changer de département, ce qui change beaucoup notre carrière finalement, dépendant de dans quel service on est. En tant qu'étudiant, étudiante, il y a en plus, ces personnes-là ont des moins bonnes notes, pardon, vont plus avoir tendance à louper les cours, ce qui va de pair avec les moins bonnes notes et vont plus souvent finalement arrêter tout court leur formation. Et il y a en plus cette peur, cette anxiété de témoigner de par le fait qu'on ait peur pour notre carrière et qu'on ait peur peut-être du regard des autres finalement, d'être qualifié comme une personne difficile, sans humour, etc. Et finalement, je voulais parler des ressources qu'il y avait à disposition. Donc nous, Clash, on est une association composée uniquement d'étudiants et étudiantes. On a mis en place une antenne téléphonique. Donc là, c'est les mardis, les jeudis de 17h à 20h. C'est uniquement des membres de Clash qui sont formés pour répondre. Donc là, si vous avez des questions, vous avez besoin de témoigner ou juste envie d'entreprendre des démarches pour aller plus loin, il ne faut vraiment pas hésiter. C'est là pour ça. C'est aussi possible de nous joindre par mail. Et si jamais, tout est complètement anonyme, donc il n'y a pas du tout de problème. Voilà, le but pour nous est vraiment d'être là pour vous et pas de devoir relayer quoi que ce soit, à moins que vous le vouliez, bien sûr. Il y a également la médiation de l'UNIL qui est à disposition. Ça, c'est plutôt pour les conflits entre collègues, mais ils prennent aussi en charge les cas et peuvent vous rediriger si jamais. Et l'espace collaborateur, collaboratrice du CHUV, par mail ou par téléphone également. Il ne faut vraiment pas hésiter. Voilà. Donc nous, on est clairement là pour vous. Et ça, c'est la fin de ma présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques, mais sauf erreur, on prend les questions plutôt à la fin. Si jamais, il y aura une autre membre de Clash qui sera là, donc Laura, qui va, elle, répondre à vos questions. Voilà. Et j'espère que vous avez bien aimé. Puis prenez soin de vous. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Voilà. Alors, merci beaucoup Cléa pour la présentation. Donc maintenant, je vais parler du harcèlement que ma meilleure amie a subi quand elle était au collège. Voilà, les actions qui ont été menées et puis les organisations qui sont maintenant en place au sein de l'école afin de lutter contre le harcèlement. C'est un peu dans le but en fait de montrer l'impact de l'inaction des institutions face à une personne qui subit du harcèlement, que l'institution soit une école, un hôpital, une entreprise. Voilà, je parle ici d'une école, mais c'est vrai qu'il faut garder à l'esprit que les mécanismes en fait sont les mêmes, voilà, même si c'est dans d'autres structures. Du coup, voilà, Nina, elle a subi du harcèlement scolaire il y a quelques années, qui a parfois été violent. Et puis, voilà, il a eu la conséquence quand même d'apparition de crises d'angoisse le matin, de phobie de l'école, d'insomnie. Et puis, voilà, ça lui a fait quand même louper quelques semaines d'école. Dans un premier temps, l'école n'a rien fait malgré la sollicitation des parents. Et puis la seule solution en fait qui a été proposée, ça a été de la changer de classe. Mais ça n'a pas suffi parce que voilà, il y a encore eu des soucis avec sa classe, sa nouvelle classe. Et puis voilà, 2 ans après le début de son harcèlement, en fait, malheureusement, elle a mis fin à ses jours. Donc voilà, ça montre en fait que l'inaction, le silence de l'institution au sein de laquelle le harcèlement est survenu, ça peut vraiment aggraver en fait l'état mental des personnes concernées. Et bien sûr, voilà, c'est évidemment pas la seule raison pour laquelle elle s'est suicidée, mais en tout cas, ça n'a pas aidé. Et voilà, l'inaction, en fait, vraiment, ça peut amener une grande source d'inquiétude parce que la personne a l'impression qu'on ne reconnaît pas ce qu'elle a vécu, que ce qu'elle ressent, ce n'est pas légitime, que voilà, ça peut entraîner en fait aussi un sentiment d'incompréhension, de ne pas se sentir en sécurité sur son propre lieu de travail ou d'études. Et puis, c'est quand même assez problématique. Donc, en 2017, 2 ans après le décès de Nina, l'école elle a investi dans une formation pour lutter contre le harcèlement scolaire basée sur les travaux d'Éric Verdier. Donc, la formation elle est offerte aux enseignants, parents et enfants, en fait, élèves. Elle dure 4 jours et puis elle a pour but de placer les enfants au centre de la lutte, vraiment,
et de leur redonner le pouvoir. Parce que c'est vrai que c'est quand même les enfants qui sont au premier rang, en fait, pour être témoins des situations, être victimes de harcèlement, etc. Et donc, c'est bien de leur donner justement les clés pour que ce soit eux qui soient les plus à même de réagir, soit en réussissant directement à régler la situation à l'interne, soit en sachant vers qui se tourner, en fait, pour voilà, se tourner vers la direction ou les adultes et en fait connaître les ressources qui sont là. Donc voilà, c'est vraiment c'est très bienveillant. Il y a beaucoup de soutien mutuel en fait dans cette formation et puis une belle sensibilisation aux conséquences que peuvent avoir le harcèlement. Et voilà, c'est vraiment pour faire comprendre en fait que les élèves victimes de harcèlement ne sont pas seuls, puis qu'il existe des solutions pour s'en sortir. C'est un programme de formation qui existe depuis une dizaine d'années environ et qui est largement distribué en fait dans les écoles en France et ça porte ses fruits. Beaucoup d'élèves voilà, parviennent à s'ouvrir sur leur situation, que ce soit du côté harcelé ou harceleur. Et c'est vrai que voilà, ça fait évoluer les consciences et, et voilà, ça montre en fait, cette formation, elle montre que voilà, les solutions, elles existent et puis qu'elles sont efficaces. Donc voilà, c'est pourquoi je suis convaincue qu'il est important d'aborder le sujet et de nous sensibiliser à celui-ci, parce que l'action, elle fait changer les choses et elle permet de diminuer, voire même effacer, si on est utopiste, le harcèlement. Voilà, alors si tout le monde est d'accord, je vais maintenant parler des proches d'une victime de suicide en m'appuyant donc principalement sur mon expérience de mon vécu en fait à la suite du suicide de Nina. Du coup, je me permets en fait de passer maintenant à cette partie parce que c'est un sujet assez délicat et comme ça, Stop Suicide, donc enfin Raphaël de Stop Suicide va pouvoir voilà, compléter mes propos, les nuancer si besoin, parce que voilà, mon vécu est pas forcément objectif. Donc voilà, et en plus le but c'est de faire de la prévention et montrer qu'il y a des solutions. Et donc voilà. Donc pour commencer, pour moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est vrai quand on me dit le vécu de quelqu'un qui était proche d'une personne qui s'est suicidée, c'est vraiment le sentiment de culpabilité en fait. C'est se dire, on se sent en fait responsable du décès de la personne. On se dit que voilà, si on avait tendu notre main à ce moment-là et puis pas à ce moment-là, et cette personne-là, elle serait pas partie, qu'on aurait dû plus faire, on aurait dû plus l'aider, on n'aurait pas dû se disputer avec il ou elle. Et en fait, en vrai, c'est vraiment pas votre faute. Je sais que voilà, si quelqu'un a vécu la même chose que moi et dans cette phase, on va dire, de culpabilité, il va se dire oui, mais moi, c'est différent, moi, j'ai pas fait ce qu'il fallait, etc. Et, euh, et en fait, vraiment, je me suis sentie comme ça. Et j'ai fini par réaliser qu'en fait, je pouvais rien y faire, quoi. C'était déjà trop tard. Et voilà, je m'en suis remise au destin parce que justement, c'était déjà trop tard. Et ça m'a permis en fait d'accepter et me dire, voilà, ça devait se passer comme ça. Et ça m'a permis d'accepter que les choses se soient passées comme ça. Parce que je pouvais plus rien changer à ce moment-là. Mais avant que ça se passe, en tout cas, j'ai été là pour elle au maximum, comme je pouvais, avec les outils que j'avais. Et ça aurait pu marcher. Si jamais un ou une de vos proches est actuellement en crise, il faut l'aider. Il ne faut pas se dire que ça ne sert à rien. Vraiment, il faut, parce que ça peut tout changer. Et l'issue, elle n'est pas définitive. L'issue d'une crise suicidaire, elle n'est pas définitive. Et vous pouvez changer quelque chose. Vous pouvez être là pour vos amis et changer quelque chose. Si jamais c'est déjà trop tard comme moi, on va dire, il faut bien que vous vous rappeliez que c'est pas de votre faute, vous n'êtes pas responsable de son suicide, vous n'avez rien à vous reprocher et vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir avec les moyens que vous avez à ce moment-là. C'est vrai qu'on se dit toujours, aujourd'hui j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, mais au moment où vous étiez dans la situation, vous avez déjà fait le maximum en fait. Donc vous ne pouvez pas vous en vouloir, vous avez fait le maximum de ce que vous avez pu.
Donc voilà. Et en plus, bah, si vous étiez vraiment proche de cet ami, vous avez certainement apporté plus de positif que de négatif dans sa vie. Et du coup, j'aimerais vous parler de ce qu'est en fait le sentiment de culpabilité pour moi, en tout cas quand je l'ai vécu. Euh, En fait, quand je l'ai vécu, vraiment, j'avais l'impression d'avoir été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En fait, j'étais d'accord que bah, c'était pas moi qui avais rempli le vase, on va dire, mais c'était moi qui l'avais fait déborder. Parce qu'en fait, bah, on s'est quitté sur une dispute et on s'est jamais réconcilié. Et du coup, ben, moi, je me disais, bah voilà, c'est ça en fait, c'est cette dispute, c'était la goutte d'eau. C'était ça, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et c'est ça qui a fait que l'issue en fait était négative, on va dire. Et, euh, et puis, ben, voilà, je me sentais tellement responsable en fait que bah, pendant 1 an et demi, je m'interdisais en fait d'être heureuse. Je me disais, bah, à chaque fois que j'avais un moment de joie, je me disais, bah, en fait, tu mérites pas d'être heureuse parce que bah, c'est de ta faute si elle est partie. Du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, quand même, je peux plus vivre comme ça, c'est pas possible. Et du coup, je savais pas comment faire pour résoudre un petit peu ça parce que je voyais pas par où commencer, je voyais pas comment avancer. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai pris un rendez-vous avec une psy, Madame V. Bah voilà, je la salue chaleureusement parce que elle m'a beaucoup apporté. Euh, mais du coup, j'ai pris rendez-vous avec elle et voilà, j'ai commencé les séances. Au début, c'était un peu, honnêtement, c'était un peu difficile parce que je voyais pas l'intérêt, parce qu'en fait, je racontais juste mon histoire encore une fois et je voyais pas où ça allait me mener, etc. Et en fait, au fur et à mesure des séances, bah, j'ai dit plusieurs fois que j'avais l'impression d'avoir été la goutte d'eau. Et du coup, finalement, on a essayé de creuser là-dessus. Et puis, bah, ça m'a permis de réaliser plusieurs choses. Déjà, s'il y a un vase du négatif, qui serait donc le vase que j'ai fait déborder, et bah, dans ce cas-là, il y a forcément un vase aussi du positif. Puis s'il y a un vase du positif, bah, ça veut dire que j'ai certainement plus rempli le vase du positif que le vase du négatif. Alors c'est vrai que ben, ça me fait peut-être sentir un peu mieux, mais ça n'empêche que même si j'ai beaucoup rempli le positif, bah, je peux très bien avoir quand même fait déborder le négatif. Et du coup, euh, elle m'a fait remarquer l'existence d'un troisième vase, qui est en fait le vase des pulsions autodestructrices. Euh, donc ce vase-là, en tant que proche, surtout à 14 ans, on n'a pas forcément beaucoup de contrôle là-dessus. C'est un peu difficile de, d'avoir un impact en fait là-dessus parce que ben, déjà premièrement, moi à 14 ans, je ne savais pas ce que c'était. Et bien voilà, pour continuer sur la métaphore des vases, donc il peut se remplir, se vider à tout moment. Et voilà, en tant que proche, on ne peut pas avoir beaucoup d'action là-dessus. Après, de toute façon, c'est quelque chose qui se travaille en thérapie avec des professionnels de la santé. Et, enfin, on peut, en tant que personne, apprendre à contrôler ses pulsions, euh, comme toute autre pulsion aussi. Et, euh, et voilà, c'est pas définitif. Je sais que bon, ma théorie des vases, c'est pas une théorie de psychanalyse très développée, mais en fait, je voulais partager un outil qui m'a vraiment beaucoup aidée parce que bah, c'est vrai que ce sentiment de culpabilité, c'était en fait très handicapant. Enfin, je veux dire, s'interdire d'être heureux et tout, enfin, ouais, c'est un peu horrible quand même. Et, du coup, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de réaliser que bah, c'était pas de ma faute et que j'avais fait tout ce qui était en mon pouvoir au moment où ça s'est passé. Donc voilà. Et aussi, je tiens à préciser que c'est un outil que j'ai utilisé uniquement après son décès. C'est pas quelque chose. Enfin, je veux dire, ça veut pas dire que les actions que j'ai eues quand elle était encore là, elles n'avaient pas d'impact. Il faut être là pour nos proches en souffrance parce qu'on peut faire la différence. Euh,
Juste avant qu'on passe à la présentation de Raphaël, je veux juste rappeler qu'un suicide, c'est multifactoriel. Même si j'ai évoqué une ou deux causes, c'était de loin pas les seules. Et que voilà, un suicide, ça concerne vraiment pas un seul événement, mais plutôt une accumulation de difficultés, en fait, qui finissent par paraître insurmontables. Et puis, bah, ces personnes-là sont dans un état de détresse tel, en fait, que la seule solution possible qu'ils voient, c'est la mort. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça la seule solution. Et du coup, voilà, sur ce, je vous prie d'accueillir Raphaël qui va parler de tout ça. Bonjour tout le monde, merci bien du coup pour me passer la parole. Donc moi je suis Raphaël Tellin, je suis le directeur de Stop Suicide. Donc Stop Suicide, c'est une association qui est basée à Genève et qui a comme mission de prévenir le suicide des jeunes en Suisse romande. On travaille dans le canton de Genève, Vaud, Neuchâtel principalement, mais aussi Fribourg et Valais et un peu Jura. Et c'est une association qui a été créée en 2000. Notre mission principale, c'est vraiment de s'attaquer au tabou qui continue de peser sur le suicide, d'en parler et d'en faire parler pour pouvoir informer la population, notamment sur les signaux d'alerte, sur les conseils d'aide, sur les différentes ressources qui existent. Et de plus en plus, on se rend compte que simplement transmettre des informations, ce n'est pas suffisant parce un des enjeux auxquels on est confronté, Stop Suicide, mais aussi les autres acteurs de la prévention du suicide, c'est le fait que pour beaucoup de jeunes en particulier qui vivent des idées suicidaires et qui sont très prévalentes, qui sont quand même très courantes, qui sont certainement beaucoup plus courantes maintenant en plus, après une année de pandémie et de lockdown qui a mis tout le monde à rude épreuve, c'est qu'il y a des ressources, d'une part, des urgences psychiatriques, des psychologues qui sont disponibles pour aider à soulager la souffrance de certaines personnes, mais les gens qui ont des idées suicidaires ont beaucoup de mal à aller s'adresser en fait à ces ressources d'elles-mêmes. Et c'est assez logique dans le sens que c'est pratiquement une composante d'avoir des idées suicidaires, c'est d'être désespéré et du coup de perdre l'espoir dans le fait qu'une aide typiquement d'un psy puisse être utile. Et donc c'est là que notre mission de Stop Suicide entre en jeu. Et par rapport à la présentation de ce soir, finalement j'ai décidé, comme il y avait assez peu de temps, de plutôt donner des conseils pratiques à vous, auditeurs, plutôt que de vous expliquer beaucoup de choses un peu abstraites ou théoriques, disons, sur la prévention du suicide, qui ne laisserait pas le temps, en fait, ensuite d'avoir quelques outils concrets sur finalement comment faire pour écouter les conseils très importants que donne Mina, sur comment faire pour vraiment pratiquement essayer d'être plus attentif à la souffrance de personnes de votre entourage et, le cas échéant, pouvoir, à votre échelle, aider. Et avant de vraiment entrer dans le vif du sujet, en tant que professionnel de la prévention, c'est un petit peu compliqué finalement d'intervenir euh, après le témoignage de Mina, euh, puisque les conseils effectivement que je vais donner, ben, c'est ce qu'on pense qu'il est possible de faire pour sauver quelqu'un. Et ben, l'expérience de Mina, ben, c'est en tout cas qu'elle n'a pas pu sauver son ami. Et je suis vraiment tout à fait d'accord avec d'ailleurs ce qu'elle a dit sur le fait que certains aspects psychiatriques, vraiment, on n'a pas de prise là-dessus. Et même, je tempérerai encore un petit peu plus, c'est que on ne peut pas forcément sauver les gens. C'est important vraiment d'agir, et je vais pouvoir revenir là-dessus. Mais sauver les gens, peut-être que peut-être qu'on peut pas, ou qu'on peut pas seul. Et c'est pour ça aussi qu'il y a besoin, même en tant que proche aidant, on va dire, parfois de recevoir de l'aide soi-même quand on a besoin d'accompagner quelqu'un qui vit des idées suicidaires, parce que ça peut être beaucoup trop lourd et beaucoup trop anxiogène et beaucoup trop culpabilisant aussi pour porter ça seul. Donc, brièvement, sur le tabou du suicide, ce qui est clair, c'est que pour les personnes qui sont en crise suicidaire, il y a énormément de souffrance, euh, il y a énormément d'impuissance à savoir comment elles peuvent essayer de diminuer leur souffrance. Mina a parlé
de vases positifs et de vases négatifs. Techniquement, on parlerait plutôt de facteurs de risque, qui sont les différents facteurs en fait, qui vont nuire à la santé mentale, et les facteurs protecteurs, qui sont les différents facteurs qui peuvent protéger. Et dans le cas d'une personne en crise suicidaire, ben les facteurs protecteurs ne sont plus visibles pour cette personne, ou elle n'arrive plus à les mobiliser. Et elle peut facilement avoir une diminution très forte de son estime d'elle-même, qui amène aussi de la honte à avoir des idées suicidaires, surtout dans un monde comme le nôtre où on est tous en train de montrer sur Instagram la meilleure vie qu'on a et à quel point on a plein de succès. Souffrir, c'est quelque chose qu'on cache, et donc la personne qui souffre ne comprend pas pourquoi elle souffre potentiellement, et qu'est-ce qui ne va pas chez elle pour souffrir au point d'avoir peut-être envie de mourir, alors qu'on vit dans un pays riche, on a plein d'avantages, de qualité de vie, disons, qui fait que vraiment voilà, on a honte de cette souffrance, on n'ose pas en parler à autrui, et on la cache parce que c'est considéré encore comme de la faiblesse. Et du coup, c'est très difficile pour les personnes qui vivent des idées suicidaires de faire des demandes d'aide explicites à leur entourage. Mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas envie finalement de recevoir de l'aide. Et là, ben, je parle plus de personnes vraiment qui ne sont pas forcément prises en charge par des psychiatres ou des psychologues, mais qui peuvent vivre de la souffrance. Et d'ailleurs, peut-être qu'elles ne vivent pas encore des idées suicidaires, mais déjà une dépression, une période dépressive ou souffrent. Et à l'inverse, du point de vue de l'entourage, mais aussi des professionnels, il peut y avoir des attitudes d'évitement et de déni, de ne pas s'en mêler, de ne pas vouloir voir la souffrance de quelqu'un, parce qu'on a peur d'être responsable de cette situation, d'être entraîné, d'être impuissant, et de sentir la culpabilité finalement qui a été décrit par Mina dans son témoignage. C'est toutes des choses que tu as vécues, malheureusement. Et beaucoup de personnes ont peur d'entrer là-dedans. Et donc, voilà, vont simplement minimiser ou banaliser ou ne pas oser demander à quelqu'un de leur entourage pour qui ils sont du souci, à quel point ça va mal, véritablement. Et, et parce qu'il y a cette difficulté à demander de l'aide explicitement, en fait, pour les gens qui ont des suicidaires, c'est d'autant plus important finalement que l'entourage puisse éventuellement détecter et accompagner vers des ressources en faisant parler. Et pour ça, ben, c'est important de connaître les signaux d'alerte. Donc, il y a la tristesse. Typiquement, il y a l'isolement, quelqu'un qui se retire des groupes ou des activités habituelles qu'il avait avec vous. Voilà, un ami qui vient plus aux apéros du mercredi, c'est un indice de quelque chose. En isolation, peut-être que c'est rien, peut-être qu'il y a d'autres explications, mais c'est quand même un indice de quelque chose. La consommation excessive de substances, la perte de plaisir et des envies habituelles, les troubles de sommeil, ça peut être soit beaucoup trop dormir, soit au contraire l'insomnie. Pareil avec l'appétit, manger beaucoup plus ou beaucoup moins, qui peuvent être des indices vraiment de souffrance. La fatigue, les situations difficiles qu'on connaît, comme le cas du harcèlement, une situation difficile professionnelle. Ça ne veut pas dire que la personne est en train d'avoir ses facteurs protecteurs, ses ressources qui sont diminuées et qu'elle n'arrive pas à gérer la situation, mais c'est quand même quelque chose qui peut nous alerter sur la souffrance potentielle que peut vivre quelqu'un de notre entourage. Mais principalement, plus que ces signaux d'alerte, je trouve et je pense que, notamment par le langage non verbal et par notre instinct quand on connaît quelqu'un, on arrive à avoir l'idée que quelqu'un va un petit peu moins bien à un moment donné, qu'on se fait un petit peu de soucis. Et je pense qu'il faut écouter cet instinct quand on l'a. Et dans ce cas-là, l'étape suivante, finalement, c'est d'être plus intrusif que ce qu'on a peut-être l'habitude de faire habituellement, en demandant de manière générique comment ça va, et d'oser aller chercher une discussion plus franche sur l'état de santé mentale de la personne. J'ai mis mes slides dans le mauvais ordre, alors je vais directement aller à... Non, pardon, je vais garder mon ordre original. Et donc, avec comme objectif l'idée de pouvoir
ouvrir une discussion avec cette personne, en gardant en tête que le plus important finalement, c'est pas votre compétence, c'est est-ce que vous allez trouver exactement les bons mots, c'est de pouvoir écouter sans jugement la souffrance de la personne. Souvent, si vous demandez à quelqu'un si elle a des idées suicidaires, ça sera la première fois que cette personne pourra en parler, ça sera extrêmement, extrêmement soulageant pour cette personne de pouvoir le partager et de pouvoir s'exprimer à ce sujet. Et c'est là que vraiment ne pas juger en dévalorisant typiquement la souffrance exprimée, c'est quelque chose qui est important. C'est d'accepter cette souffrance. OK, je comprends peut-être pas ce que tu vis, mais j'accepte que tu souffres de cette manière-là et j'aimerais pouvoir t'aider. Il ne faut pas proposer de solution facile parce qu'évidemment la personne ne peut pas les voir, même si c'est possible que des solutions faciles existent de l'extérieur, mais la personne ne peut pas les voir elle-même, donc elle ne peut pas les entendre. Et si vous venez avec une solution trop clé en main, vous risquez un petit peu de la renvoyer à son échec ou dans son isolation. Donc, et c'est pas complètement à vous non plus de trouver les solutions, mais dans le cadre d'une discussion avec cette personne, avec un dialogue ouvert, en montrant que vous êtes prête à, à écouter ce qu'elle dit. Petit à petit, c'est possible d'apporter des éléments de solutions, de proposer voilà, des pistes. Est-ce que tu as pensé à en parler à autrui, à un psychologue ou à une ressource? Mais plutôt que d'aller trop dans le détail, le plus important finalement, si vous vous retrouvez vraiment dans cette situation, vous avez besoin d'avoir une discussion avec quelqu'un sur l'éventuelle présence d'idées suicidaires, c'est de demander conseil à des professionnels. Ça peut être par exemple la ligne de téléphone disponible 24 heures sur 24 du 143, c'est la main tendue, ou du 147 pour Juventus pour les jeunes. Moi, ça m'est déjà arrivé dans ma vie, en fait, d'être inquiète pour quelqu'un, de pas trop savoir comment je peux m'y prendre pour parler à cette personne. Donc, c'était à titre privé, même avant que je travaille à Stop Suicide. Et en téléphonant au 143, de recevoir des conseils vraiment excellents sur valider mon impression qu'il y a quelque chose qui cloche et que j'ai raison de m'inquiéter pour quelqu'un. Et ensuite, vraiment les conseils un peu clés en main sur comment faire pour aller parler à la personne en question et se rappeler typiquement de choisir un moment, un lieu adapté où on ne sera pas dérangé pour pouvoir avoir une discussion intime et oser vraiment demander explicitement la présence d'idées suicidaires et pas tourner autour du pot avec idées noires parce que la personne, elle n'a pas des idées noires, elle a envie de mourir à un moment donné et ça lui fait du bien qu'on mentionne ça explicitement et qu'elle puisse en parler explicitement et qu'elle se rende compte qu'elle n'a pas elle-même besoin de tourner autour du pot en parlant oui, ça va pas trop, j'ai des idées noires effectivement en ce moment-là. Et finalement, c'est pas possible de vouloir soigner quelqu'un seul. Donc il y a vraiment un besoin d'accompagner vers des ressources. Et ces ressources, il y a on a dit, différents types. Il y a les lignes d'aide qui sont disponibles 24 heures sur 24 et qui sont vraiment très précieuses pour pouvoir parler de manière anonyme à quelqu'un. Ça peut être simplement pour exprimer de la souffrance qu'on n'ose pas exprimer à des gens qu'on connaît. Typiquement, ça sera le 147 ou le 143 que j'ai déjà mentionné. Il y a des sites internet, comme par exemple ciao.ch pour les jeunes, où on peut poser des questions sur tout sujet et recevoir une réponse détaillée par des experts sur 3 jours. Et finalement, bah, il y a les services psychiatriques, les urgences psychiatriques, par exemple, de l'hôpital de votre région, qui sont hyper compétents, en fait, vraiment pour prendre en charge et évaluer un risque suicidaire chez quelqu'un. Et je pense que c'est vraiment très valable d'essayer de convaincre une personne qui a des idées suicidaires, ou qui a peut-être pas une idée suicidaire, mais simplement une dépression, de se rendre vers ces ressources, sachant que peut-être qu'elle n'aura pas envie ou qu'elle n'y croit pas et que ce ne sera pas immédiat que cet accompagnement pourra se faire, que ça va prendre un peu plus de temps. Et dans ce cas-là, il faut être prêt en fait à patienter et garder la porte ouverte. Ok, mais écoute, on peut en reparler dans 1 ou 2 semaines. Vous avez aussi la possibilité de mobiliser en fait l'entourage un peu de la personne. Ça peut arriver assez fréquemment que quelqu'un qui parle d'idées suicidaires vous demande d'en parler à personne.
Et en fait, ce qu'il faut, à mon avis, faire, c'est refuser, c'est dire non, c'est trop grave la situation. J'ai besoin d'en parler à quelqu'un. Je vais en parler à. C'est possible quand même de discuter avec hein, pour savoir à qui c'est OK d'en parler, à qui c'est pas OK d'en parler. Mais en général, la famille immédiate, les amis proches euh, devraient être au courant pour pouvoir créer ben, aussi un filet entourant de sécurité autour de la personne, des gens qui vont se rendre compte que la personne va vraiment mal, qu'il faut un petit peu lâcher peut-être la pression qui est exercée sur eux et être même plus présent pour la soutenir. Et vous, ça vous permet de ne pas porter tout sur vos propres épaules. Euh, un des programmes qu'on a à Stop Suicide pour casser le tabou, en fait, ben, c'est des ateliers de prévention directement auprès des jeunes, notamment dans les écoles, dans les gymnases, dans les foyers. Le but des ateliers et le montage des ateliers ressemble, à mon avis, beaucoup à la formation décrite par Mina pour la lutte contre le harcèlement, c'est-à-dire en fait renforcer les compétences psychosociales des jeunes eux-mêmes, en leur donnant aussi des outils pour identifier euh, les idées suicidaires ou bien des comportements de harcèlement. On parle d'ailleurs du harcèlement dans le cadre de ces ateliers. Euh, Fin de la digression. Une chose qui est importante dans ces ateliers, c'est qu'on sait que dans chaque classe, il y a un ou plusieurs jeunes qui est concerné directement par le suicide, soit par la présence d'idées suicidaires, soit par un proche qui s'est suicidé ou qui a des idées suicidaires dans leur entourage, mais on sait aussi qu'il y a un certain nombre de jeunes qui ne sont pas concernés. Et du coup, on a une approche non frontale, on n'est pas en train de venir les prévenir contre leur propre suicide, potentiellement, mais en train de les sensibiliser à faire de la prévention autour d'eux. Et avec cette approche-là, on arrive euh, à inclure tout le monde, parce qu'en Suisse, c'est clairement, il n'y a aucun jeune qui ignore qu'il a des amis qui vont mal, à un moment donné, qui souffrent. Et du coup, y compris ceux qui ne peuvent pas imaginer être concernés par des idées suicidaires à un moment donné de leur vie, se rendent compte qu'il y a quelqu'un dans leur entourage qui pourrait l'être, et du coup se sentent concernés sans être la cible directe. Et ça, c'est quelque chose, c'est une approche en fait qui peut aussi être utilisée pour engager la discussion avec quelqu'un pour qui vous faites du souci, de manière indirecte. Euh, voilà, vraiment en parlant typiquement d'une conférence comme celle de ce soir. C'est un bon levier pour montrer que vous êtes intéressé par le sujet et que vous êtes disposé à en parler euh, à cette personne sans que ça soit trop confrontant, en fait. Sans qu'on dise à quelqu'un, ah, mais j'ai peur que tu aies des idées suicidaires, ou on peut avoir des réactions un peu épidermiques de déni parce que c'est trop confrontant, simplement. Donc, pour les ressources, je sais pas du tout d'où viennent les personnes qui assistent à la conférence. J'ai listé quelques ressources à Lausanne, le service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent qui se trouve à l'avenue des Chalands. Mais pour les adultes, ben, il y a les urgences psychiatriques au CHUV. En cas d'inquiétude, vraiment, par exemple, prise de substance ou de danger immédiat pour la personne, une personne qui décompense complètement, qui est vraiment dans un trop-plein d'émotions, des grandes pleurs, les urgences, le 144, voire la police peuvent être aussi appelées. Et le site ciao.ch que j'ai mentionné tout à l'heure, qui est vraiment très utile pour poser des questions et qui devrait être plus connu, spécifiquement pour les 11-20 ans, mais maintenant ils vont rajouter prochainement une version du site pour les jeunes adultes. Et le 147, qui est aussi une ressource vraiment très précieuse voilà, pour pouvoir, pour une personne en crise, parler à quelqu'un de former 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais aussi pour vous, si vous vous inquiétez pour quelqu'un ou si vous êtes en train de porter une situation difficile parce qu'il y a quelqu'un de votre entourage qui va mal, c'est aussi une ressource pour soi. Il ne faut pas oublier de se prendre soin, de prendre soin de soi-même parce que on est impossible de prendre soin de quelqu'un d'autre si soi-même on ne va pas bien. Donc, il ne faut pas oublier ça. Et ben, on garde du coup les questions et l'échange pour la fin de la séance, mais je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour ton intervention. Du coup, on va passer directement
à l'intervention de Manon pour Med6. Voilà, on t'écoute. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Manon, je suis la coprésidente de Med6. C'est l'association des étudiants en médecine pour promouvoir la santé mentale au sein de la faculté. Et puis, je vais vous terminer un peu cette conférence en vous parlant de santé mentale et puis un peu de notre association. Déjà, je vais commencer par un petit quiz. À votre avis, quel pourcentage, quelle proportion de la population est touchée par les maladies mentales au cours d'une année ou au cours de sa vie? Ok, ouais, il y a beaucoup de chiffres différents. Alors, il y a plusieurs études qui disent différents chiffres. Les études peuvent varier énormément parce que ça dépend aussi qu'est-ce que les études comprennent comme santé, comme maladie mentale. L'OMS parle de 20% de la population au cours d'une année et 30% au cours de la vie. Mais de nouvelles études ont été faites et on parlerait de chiffres plus importants, plutôt de l'ordre de 50%. Et c'est vrai que c'est assez difficile parce que c'est des études souvent qui sont assez biaisées parce qu'on ne sait jamais si elles sont vraiment représentatives de la population. Et puis, comme je dis, ça dépend aussi de qu'est-ce qu'on entend par maladie mentale. Et probablement que maintenant, le chiffre avec la pandémie a bien augmenté. Ok. Alors, je vais commencer par aussi définir un peu ce que c'est la santé mentale. Donc, l'OMS a donné comme définition que la santé mentale, c'est un large éventail d'activités qui relèvent directement ou indirectement du bien-être, tel qu'il figure dans la définition de la santé établie par l'OMS, comme étant un état complet de bien-être physique, mental et social, et qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. La santé mentale englobe la promotion du bien-être, la prévention des troubles mentaux, le traitement et la réadaptation des personnes atteintes par ce trouble. Donc on voit que c'est une définition qui est assez large et puis qui a de nombreux enjeux. Comme les orateurs précédents l'ont bien dit, c'est d'abord les ressources psychologiques et individuelles, comme l'estime de soi, la capacité de gérer nos émotions, les compétences relationnelles, etc. C'est aussi tout le tissu relationnel, donc tous les proches, à quel point est-ce que la personne est entourée, est-ce qu'elle subit du harcèlement, comme Mina en a parlé. C'est aussi le statut socio-économique. On sait que les personnes qui sont dans la précarité souffrent davantage dans leur santé mentale. Et puis, c'est aussi le contexte politique et social. Donc, logement, criminalité, droits humains, etc. Donc, la promotion de la santé mentale, c'est pas seulement promouvoir le bien-être individuel et l'absence de maladie mentale, mais c'est aussi d'agir sur tous les déterminants au niveau de la société. Donc, mobiliser les acteurs, comme M. Tellin l'a dit avant, et Mina aussi, les individus, les familles, les quartiers à la thématique. Cibler les milieux d'action comme l'école, comme l'a aussi dit, le travail, comme Clash en a parlé, la collectivité, la société. C'est aussi agir au niveau collectif, donc promouvoir des lois sociales, promouvoir l'accès à un logement, au travail, etc. Et puis aussi l'agir au niveau des groupes vulnérables. On sait que les personnes plus vulnérables ou les minorités de notre société sont aussi plus vulnérables aux pathologies mentales. Je vais parler maintenant d'un thème qui vous concerne, je pense que vous connaissez bien. C'est santé mentale et pandémie. La pandémie a touché toute la planète et puis c'est vrai que les étudiants sont pas en reste. Et puis, c'est vrai aussi que les mesures qui ont été prises par les gouvernements et l'université ont semblé parfois injustes à beaucoup d'étudiants. Ce qui ressort le plus dans comme impact, c'est l'isolement, la rupture du lien social. On a dit juste avant à quel point c'est important d'avoir ce tissu autour de nous qui nous permet de discuter, d'évoluer, de nous rassurer. Donc, c'est vrai que ces cours à distance et puis ce confinement n'ont pas du tout aidé. Les mauvaises conditions d'apprentissage et puis il y a tous les problèmes aussi extérieurs, problèmes financiers, logement, augmentation des violences domestiques, etc. Et puis aussi bien d'autres. Donc, c'est vrai que c'est une période pas facile. Il y a une étude qui a été menée à l'Université de Genève
par l'association des étudiants en psychologie. Puis c'est une étude qui montre en fait des chiffres assez alarmants sur le moral des étudiants un peu dans la deuxième vague. Je vous ai mis le lien, c'est un super site si vous voulez vous renseigner un peu sur cette thématique. Il y a plein de ressources, mais on voit que plus de la moitié des étudiants se sont déprimés, stressés, ont des signes assez inquiétants. Donc on alors, on est bien conscient que c'est compliqué et puis qu'il y a pas de solution, miracle, mais je voulais quand même vous présenter quelques ressources qu'il y a sur le campus qui peuvent, vous être utiles, pour vous proposer des solutions. Donc d'abord, il y a notre association Med6. On est une association qui a été fondée il y a 4 ans, pour promouvoir la santé mentale des étudiants en médecine. Depuis le Covid, on n'a plus pu faire, d'événements live. On a tenté d'organiser diverses activités. Vous avez peut-être vu, activités, sportives, artistiques et cetera. Et puis vous pouvez aussi tout à fait nous écrire, pour des questions liées à la santé mentale. On vous redirige très volontiers. Donc sachez qu'on est toujours là et puis n'hésitez pas aussi à participer à nos activités, à proposer d'autres activités aussi. On est toujours ouvert à de nouvelles idées. Et l'idée de l'année prochaine, ce serait de vraiment d'implanter, sensibiliser les futurs parrains, et marraines, à la question de la santé mentale pour que vraiment cet aspect-là, soit plus présent, dans le processus de parrainage des premières années. Et puis j'ai fait aussi on a début l'année, on a fait toute une liste, de ressources qu'il y a dans le canton de Vaud. On vous l'a envoyé par mail, vous pouvez la retrouver, j'ai remis l'adresse. C'est une dizaine de pages, donc il y a plein de choses, que ce soit, des ressources plutôt pour de l'aide psychothérapeutique, pour, de l'aide juridique et cetera. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. N'hésitez pas à faire un tour. Et puis si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment toujours de parler et puis de rechercher de l'aide. Vous serez toujours, votre requête sera toujours valide. N'attendez pas de vous sentir très mal. Il n'y a pas besoin de se sentir très mal pour demander de l'aide dans tous les cas. N'hésitez pas à faire appel aux différents acteurs, vraiment. Et puis, trucs et astuces. Alors, on publie régulièrement des petits trucs et des astuces santé mentale. Alors, on se rend compte que c'est des choses très bateaux, hein, finalement. C'est pas c'est plutôt des petits trucs pour le quotidien, plus que des solutions. Mais n'hésitez pas aussi à aller les voir, c'est vraiment sympa. Et si vous voulez aussi publier quelque chose sur notre Instagram, vous êtes toujours les bienvenus. Et puis, conclusion, je dirais que j'ai mis cette image parce que je pense que ça va toucher beaucoup d'étudiants ici. C'est-à-dire que c'est ce dont je pense devoir m'occuper. Donc plein de facteurs externes et puis ce dont je dois vraiment m'occuper, mon bien-être. Et ça, je pense que c'est vraiment une notion importante et qui a été aussi soulevée par les autres, par les autres conférences. L'idée que c'est aussi important de prendre soin de soi et de jamais hésiter à aller demander de l'aide. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. Du coup, j'ai un petit peu de temps et je vais pouvoir donc vous parler de moi, dans mon épreuve difficile, en fait, qu'est-ce qui m'a aidée? Alors, premièrement, personnellement, quand j'étais dans ma période difficile, j'avais vraiment l'impression que personne ne me comprenait, que personne ne s'est jamais senti comme moi je m'étais sentie, que personne n'avait jamais vécu ce que j'avais vécu, que vraiment j'étais seule au monde, quoi. Alors que c'est pas tellement vrai. Enfin, voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont vécu potentiellement des choses difficiles ou même qui peuvent en fait comprendre ce que nous, on a vécu. Et voilà, enfin, je veux dire, chaque histoire finalement est unique, mais quand même le ressenti est assez universel. Donc voilà, quand on souffre, on se sent seul, on a l'impression que personne ne voit notre souffrance et du coup que personne ne nous comprend.
Et j'ai une petite illustration parce que moi, j'ai vécu en fait les deux extrêmes. J'ai été dans une situation où tout le monde savait vraiment ce qui venait de m'arriver. Puis ensuite, j'ai déménagé et je me suis retrouvée dans une situation où en fait, personne connaissait mon histoire. Alors avant de déménager, j'étais donc dans l'école que je fréquentais avec ma meilleure amie avant qu'elle parte. Et puis en fait, lorsqu'elle est décédée, j'ai remarqué vraiment le regard des personnes changer sur moi. Vraiment, c'était vraiment insupportable parce qu'en fait, je voyais la pitié dans les yeux des gens et je voyais leur air désolé et en même temps impuissant. Et puis, je voyais qu'en fait, tout le monde pensait savoir exactement ce que j'étais en train de vivre, alors que pas vraiment. C'est vrai que voilà, le départ de Nina, il avait marqué tout le monde, mais tout le monde ne la connaissait pas aussi bien que moi. Et donc voilà, ils s'imaginaient un petit peu la perte, et puis ils se rendaient pas compte en fait de vraiment comment je me sentais, et surtout ils se rendaient pas compte qu'en fait leur regard était hyper difficile à supporter en fait. Et voilà, je sais que c'était pas des mauvaises intentions, que c'était seulement de la maladresse, mais c'est vrai que j'en suis arrivée en fait à un moment où je ne pouvais plus, j'avais qu'une envie, c'était de me retrouver à un endroit où tout le monde me regardait comme si j'étais une personne normale en fait, parce que je restais une personne, je restais normale, juste voilà, c'est vrai que j'étais en souffrance, mais ça faisait pas de moi une chose bizarre, déformée, quoi. Et puis après, quand on m'a annoncé déjà qu'on déménageait, moi j'étais super heureuse, quoi. C'était une libération. Je me suis dit, voilà, c'est super. Je vais pouvoir tourner la page, laisser tous mes mauvais souvenirs derrière moi. C'est super. Et puis, en fait, l'autre extrême est quand même très difficile aussi à vivre parce que on vit dans un monde où personne ne sait ce qu'on a vécu. Et en fait, on est en souffrance et on a l'impression d'être transparent. Et que personne se rend compte en fait que ça va pas. Et du coup, c'est très, très difficile. Du coup, tout ça pour dire quoi? C'est important en fait que certaines personnes de votre entourage soient au courant de ce que vous êtes en train de vivre, soient au courant que ça va pas. C'est clair que tout le monde, c'est pas optimal, mais qu'il y ait quelques personnes qui soient des ressources pour vous et qui soient là pour vous. Si vous n'avez pas de personnes de confiance, etc., comme Raphaël l'a mentionné ou Manon, il y a des numéros prévus, il y a des sites qui sont là pour vous, dans des situations de crise, quand ça ne va pas, par exemple le 147, mais aussi d'autres numéros. Et ils seront là pour vous écouter, donc n'hésitez pas à les contacter. Ensuite, j'arrive pas à changer les slides, mais c'est pas grave. Ensuite, c'est important de ne pas se renfermer sur soi-même parce que quand on va pas bien, en général, on n'a pas envie de sociabiliser, on veut rester seul le plus possible et en fait, ça enclenche une spirale sans fin. J'ai un exemple pour ça, c'est que un an après le décès de Nina, je suis partie 3 mois en Allemagne donc pour faire la maturité bilingue. Et j'étais chez une famille d'accueil avec qui, voilà, j'avais pas beaucoup de choses à partager, mais en fait, j'ai pas cherché non plus à entrer en contact avec eux vraiment. Je fuyais, je me suis réfugiée en fait dans les séries et je passais des heures à les regarder en fait. Je me couchais tard, j'avais du mal à me lever le lendemain matin pour aller en cours, je sortais presque pas de ma chambre le week-end. Pendant 3 mois, vraiment, en fait, mon seul objectif, c'était de manger des tartines de chocolat au lit en regardant des séries, quoi. Donc, voilà, c'était comme ça que je pensais me sentir bien. J'ai pris du poids, je me suis laissée aller. Du coup, j'aimais plus l'image de mon corps, etc. Et voilà, les deux seules choses en fait qui m'ont fait tenir le coup quand j'étais en Allemagne, c'était vraiment de m'être inscrite pour continuer les cours de violon et puis une amie à moi de Suisse qui faisait aussi la maturité bilingue, pas loin, et que je voyais une fois par semaine. Et voilà, en fait, donc voilà, pour finir ce point, c'est que
je m'étais vraiment bercée dans l'illusion que ce qui me faisait du bien, c'était les séries, alors que c'était tout le contraire en fait. J'étais en train juste de fuir ma vie, de fuir ce que je ressentais. Et au final, ça finit par éclater un jour. Et c'est ce qui s'est passé. Pendant mes vacances d'été, donc juste après être revenue d'Allemagne, euh, j'ai j'ai été faire du vélo en montagne. Donc voilà, rien d'extraordinaire, mais j'ai eu très peur à ce moment-là. Et, euh, et en fait, c'est tout bête, mais ça a fait ressurgir en fait énormément de sentiments que j'avais refoulés pendant tout ce temps. Et en fait, quand je suis rentrée, j'ai éclaté, quoi. J'ai commencé à pleurer, je n'arrivais plus à m'arrêter. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que j'avais besoin d'aide et et qu'il fallait que je commence un suivi psychologique. Alors, il y a deux aspects qui sont importants et que j'ai évoqués dans ce petit aparté. Et donc, je me permets de vous le rappeler. Parfois, ce sont les petites choses qui font le plus grand bien quand on va pas bien. Pour moi, c'était faire de la musique et voir une amie régulièrement, mais ça peut être autre chose pour vous. Encourager les personnes qui se sentent pas bien à trouver une activité, que ce soit sportive, artistique, musicale, tout. Et surtout, prenez des nouvelles de vos proches. Proposez-leur en fait d'aller boire un café, d'aller boire un verre. Et puis, des fois, rien que recevoir un message qui dit je suis là pour toi, ça peut faire tellement de bien. Donc vraiment, faites-le. Et puis, si vous n'allez pas bien, n'attendez pas aussi longtemps que moi pour consulter. Euh, voilà, enfin, moi, j'en étais quand même arrivée à un niveau où vraiment, enfin, c'était assez catastrophique et j'aurais clairement dû voir avant que j'avais besoin d'aide. C'est OK, en fait, d'aller pas bien. C'est OK de ne pas savoir comment faire pour aller mieux. Le premier pas et le plus important, c'est d'identifier, en fait, qu'on a besoin d'aide. Je sais que ça peut paraître bateau, mais c'est vrai, il faut vraiment se dire, j'ai besoin d'aide. Et il faut mettre un peu sa fierté de côté et se dire, OK, maintenant, je vais suivre un ou une psy, enfin, je vais être suivie par un ou une psy et ça va m'aider. Parce que voilà, un suivi psychologique, ça permet de vous apporter des outils puissants qui vous serviront toute votre vie. Même aujourd'hui, j'utilise encore les outils que j'ai appris en thérapie parce que ça m'aide au quotidien dans des situations difficiles, en fait. On devient en fait armé face aux futures crises. On apprend aussi à se connaître, à gérer les difficultés et à identifier qu'est-ce qu'on ressent, à accepter qu'on ressent des choses aussi. Et, euh, et voilà, mais il faut prendre son temps. Et donc, en parlant de prendre son temps pour aller mieux, j'aimerais juste évoquer rapidement le sujet du deuil. Donc, le deuil, c'est un processus qui est extrêmement personnel. Et puis, voilà, il peut être de durée variable en fonction de nombreux facteurs. Et c'est normal. C'est pas parce que vous finissez votre deuil en 2 mois que l'événement ou la perte que vous avez vécue était pas très difficile. Enfin, je veux dire, chacun va à sa vitesse et il faut pas minimiser parce qu'on ne prend pas beaucoup de temps à s'en remettre en fait. Il y a une médecin qui décrit le deuil selon 5 phases. Après, voilà, tout est relatif. On peut sauter des phases, on peut les faire dans un autre ordre, mais typiquement, c'est à peu près ça. C'est le déni, ensuite la colère, puis la tristesse, dépression, la négociation et l'acceptation. Le principe, c'est quand même que toujours le deuil se finit par l'acceptation, mais après, ça peut prendre énormément de temps. Et je pense que ce qui est important surtout de réaliser par rapport au deuil, c'est que c'est un processus qui est naturel et qui est personnel et qu'il faut accepter les sentiments qui nous traversent. Parfois, le chemin, il est très long, on n'en voit pas le bout, mais il faut vraiment bien se rappeler qu'on est capable de traverser toutes ces étapes et qu'on peut s'en remettre. Les messages importants à retenir pour cette conférence, c'est que déjà, la prévention, elle est super importante et elle est très utile. Savoir ce qui nous arrive ou arrive à un ou une proche, ça nous permet d'identifier en fait la présence d'un problème et de mettre en action les ressources nécessaires. Donc, voilà. Ensuite,
c'est possible de faire une différence et même à l'échelle individuelle. Inviter quelqu'un qui souffre pour un café, une discussion, une promenade, ça fait vraiment du bien. Je peux vous l'assurer pour l'avoir vécu. Voir une amie en Suisse lors de mon séjour en Allemagne, c'était vraiment mon étincelle chaque semaine. Soyez l'étincelle de votre proche traversant des épreuves. Finalement, pour celles et ceux qui passent dans une période difficile en ce moment, rappelez-vous que vous êtes capable de vous en sortir, même si ça peut prendre du temps. Trouvez ce qui vous fait du bien. Essayez d'éviter de vous isoler, même si je sais que c'est pas facile. Et voilà, si vous vous sentez dépassé, obtenir un suivi psychologique, c'est une grande marque de courage. Donc voilà, prenez soin de vous. Du coup, merci beaucoup pour votre attention. On va passer aux questions. Est-ce que quelqu'un a des questions sur une partie, sur les associations, sur moi, sur quoi que ce soit? Alors, la première question, c'est comment parler à quelqu'un qui ne veut pas parler? Merci. Je pense, je sais pas si Raphaël, ouais. Je peux répondre. C'est une question, c'est une très bonne question qui est très difficile, évidemment. Ça peut arriver souvent qu'on se retrouve face à quelqu'un qui n'a pas du tout envie de parler, qui rejette le dialogue. Alors, il n'y a pas de solution facile, évidemment, en fait, une réponse facile ou une solution toute faite pour forcer quelqu'un à parler, à se confier. Il y a alors il y a 3 pistes. Une piste, c'est de téléphoner au 143 ou au 147 pour discuter exactement comment la personne à laquelle vous êtes confronté, en fait, rejette le dialogue et eux peuvent vous donner des conseils vraiment adaptés à la situation que vous vivez. Mais plus généralement, il faut savoir que peut-être vous n'êtes pas la bonne personne pour que la personne va mal, mais pour différentes raisons, elle n'a pas envie de parler de ça avec vous. Ça peut être parce que vous êtes une partie du problème, ou qu'elle le pense, ou que ça lui met la pression, ou qu'elle a peur de votre opinion. Ça peut être parce que, particulièrement avec vous, elle a de la difficulté à parler de certaines émotions et ce serait plus facile pour elle de parler avec un inconnu ou avec quelqu'un d'autre. Donc, si la personne ne veut pas parler avec vous, je pense que le mieux, c'est d'accepter qu'elle n'ait pas envie de parler. On ne peut pas vraiment forcer, mais c'est peut-être de suggérer à quelqu'un d'autre de son entourage qui a une relation différente avec cette personne, d'essayer de parler et de tendre aussi la perche. C'est de rester aussi à disposition pour, au cas où cette personne ait envie de parler à l'avenir, en fait. C'est aussi possible finalement d'écouter les très bons conseils de Mina, de proposer des activités, d'écrire des messages comme quoi on pense à la personne. Voilà, viens, on va marcher dans la forêt ou on va boire un verre sur une terrasse, etc. Donc, en fait, finalement, il n'y a pas que parler quand même comme aide qu'il est possible de donner à quelqu'un. Si quelqu'un est très débordé par des examens, ça peut être ben, je te fais des courses. Voilà, il y a plusieurs solutions qui peuvent être trouvées. Et puis, une dernière option, finalement, c'est de parler éventuellement de sa propre expérience ou de l'expérience de quelqu'un d'autre. Si la personne n'a pas envie de parler, peut-être qu'elle peut écouter. Et du coup, semer une petite graine en disant, voilà, moi, j'ai traversé des périodes de ma vie qui étaient très compliquées pour telle et telle raison, et il y a eu telle et telle chose qui m'ont fait du bien. Par exemple, me rendre compte que les séries télévisées, en fait, ça participait pas du tout à mon bien-être, mais au contraire, renforçait effectivement ma souffrance. Me rendre compte que j'avais besoin d'être entouré, me rendre compte que j'avais besoin de ceci et de cela. Et la personne peut peut-être entendre, et petit à petit, ça fait son processus pour soit parler à vous, soit parler à quelqu'un d'autre. Mais pas de solution plus toute faite que ça, malheureusement. Merci. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Non, c'est tout bon. D'accord. Alors, la prochaine question, c'est comment est-ce qu'on peut, à notre propre niveau, faire pour diminuer le tabou autour de la santé mentale? Je ne sais pas qui veut répondre. Je peux essayer. Peut-être, Raphaël, tu complètes comme ça. Voilà. Honnêtement, moi, j'aurais dit, pour aider à briser les tabous,
c'est oser en parler, je pense. Et ouais, vraiment, en fait, plutôt que de demander ça va, bah, savoir s'intéresser vraiment à comment la personne se sent, etc. Et je pense, ouais, je ne saurais pas trop quoi dire, mais surtout en parler. Ouais. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui, vas-y. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Puis je dirais aussi d'aborder ce thème de manière générale avec ses proches, ça peut être bien. Sans forcément le faire de manière personnelle, mais ben voilà, aborder ce thème pour montrer qu'il est important et que vous êtes ouvert à en parler. Je suis 100% d'accord avec ce que vous avez dit. Parce qu'un des éléments qui fait que c'est si difficile de parler de sa souffrance mentale, c'est quand même vraiment le tabou. Et en fait, ben, il y a tout un travail de préparation qui peut être fait bien en amont pour qu'on érode ce tabou. Donc, le corriger dans la société au sens large, c'est assez compliqué. Par contre, dans votre secteur social, peut-être c'est possible, en parlant aussi on va dire, décontractée et générale. C'est-à-dire là, on est en train de participer tous à une conférence sur la santé mentale et le suicide. On est tous des gens qui sommes intéressés a priori par ce sujet et qui se sont déjà concernés. Mais pourquoi pas en discuter de manière vraiment relax. Ben, la prochaine fois que vous avez une réunion de famille avec vos parents et vos frères et sœurs, ou bien sur une terrasse avec des copains étudiants, des collègues de travail, voilà, discuter de la santé mentale en général en tant que problème de santé publique, mais aussi oser faire des témoignages sur sa propre santé mentale et des exemples de sa propre santé mentale qui marchent mal pour montrer en fait à d'autres que quand eux se trouvent concernés, ben, c'est pas la honte et puis et qu'ils peuvent en parler en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est utile pour nous, pour Site. Ben, on essaye de passer des messages. Maintenant, c'est clair que d'avoir des relais qui vont diffuser ces messages plus largement dans leur environnement, ça permet de faire une multiplication de ce qui peut se dire dans une conférence comme ça, en fait. Et si les auditeurs peuvent voilà, discuter de manière vraiment relax un petit peu avec leur propre entourage de ce qui s'est dit ce soir, ben, vous feriez contribuer à votre échelle à casser le tabou sur la santé mentale. Merci. Alors, la prochaine question, c'est en fait moi qui voulais te poser, Mina, la question de comment as-tu eu l'idée d'organiser justement cette conférence et au final, quel est le message le plus important que tu souhaiterais que les gens retiennent en fait de cette initiative? Alors, du coup, bah, en soi, moi, j'ai vécu ça il y a 6 ans, donc c'est vrai que ça fait un moment. Mais bah, du coup, en octobre dernier, c'est vrai que je me suis quand même un peu rendu compte de l'état mental des étudiants et étudiantes en médecine qui était assez catastrophique pour faire light. Et, et du coup, je me suis dit, ben, je peux pas en fait rester sans rien faire, étant donné que j'ai toutes ces choses en fait à partager euh, et qui pourraient potentiellement aider quelqu'un. Et du coup, le projet est né et je me suis dit que voilà, j'allais pas parler toute seule pendant 1 heure. Et donc, j'ai eu l'idée d'inviter des associations que je remercie énormément d'être venues et d'avoir intervenu parce que c'était super bien. Et quel est le message si je devais prendre un seul message, le plus important, ce serait que, comme tu dirais, Cinda, tout finit par passer. C'est-à-dire que même si ben, voilà, on est dans une période difficile, vous êtes capable de vous en sortir, quelles que soient les ressources en fait, dont vous allez avoir besoin. Et, et voilà, il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour vous, même si c'est pas forcément bah, quelqu'un de votre famille ou votre ami. Enfin voilà, ça peut être un des numéros prévus, ça peut être votre psy, ça peut être voilà, ça peut être n'importe qui en fait, même un inconnu sur le quai de la gare quoi. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez vous en sortir. Merci, Mina. Alors, la prochaine question, c'est est-ce que les réseaux sociaux n'exagèrent pas davantage tous les sentiments positifs et très, très négatifs?
Pour le coup, je pense que ça exacerbe les sentiments positifs. Les sentiments négatifs, je ne saurais pas dire, quoi. Parce que c'est vrai que voilà, sur les réseaux sociaux, c'est principalement montrer en fait ce qui va bien. Mais je tiens quand même à nuancer ça, c'est que ça commence quand même à changer. Il commence à y avoir des comptes qui sont là pour la santé en général, pour des témoignages de choses qui se sont mal passées, mais que ce soit du point de vue du harcèlement, de la santé mentale, même ben voilà, des troubles psychiatriques. Enfin, je pense qu'il y a quand même une montée de, d'un sort de courant qui veut être plus vrai en fait sur les réseaux sociaux et partager la réalité qui n'est pas forcément toujours magnifique et uniquement positive. Donc je pense que c'était comme ça, très exacerbé, mais je pense que c'est en train de changer un petit peu. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Je pense que ça dépend aussi. Pardon, vas-y. Excuse-moi. Ok, on peut ça, des réseaux sociaux. Je sais pas ce que la personne veut dire exactement, mais si vous vous rappelez, enfin, je sais pas quel âge vous aviez, mais il y a peut-être 5 ans, il y avait, ou 4 ans même, il y avait tout un mouvement, surtout au niveau des troubles du comportement alimentaire, genre le Blue Whale, tout ça. Enfin, où je sais qu'il y a plein de gens, des fois, pas une mode, mais qui, prennent exemple justement sur moi, en tout cas, je sais par expérience que souvent, tu vois des trucs sur, par exemple, des troubles comportement alimentaire. Tu te dis, ah oui, peut-être c'est intéressant. Enfin, regardez, la fille, elle est toute mince comme ça, nanana, nanana. Et puis, c'est ça, je pense que la personne, elle voulait dire par exacerber les sentiments négatifs aussi, je sais pas. Et dans ce cas-là, je suis assez d'accord parce que par expérience, personnel, c'est pas ouf. Donc, ouais. Je pense que ça dépend beaucoup aussi de ce que tu attends des réseaux sociaux et puis de ta relation avec. Je pense qu'il y a vraiment maintenant tout un mouvement justement de prise de conscience. Et puis sur Instagram, il y a il y a beaucoup de comptes sur des sujets qui servent à sensibiliser les personnes. Mais c'est vrai que si tu vas encore sur les comptes d'influenceurs ou autres, c'est sûr que voilà, je comprends tout à fait que voilà, on s'identifie et puis on se sent forcément moins bien qu'eux, moins heureux qu'eux, moins chanceux qu'eux, enfin voilà. Merci les filles d'avoir répondu. La prochaine question, c'est à la place de la pitié, quelle attitude d'autrui aurais-tu aimé en ce moment de choc émotionnel recevoir? Du coup, je pense qu'elle est adressée à toi, Mina. Je te laisse répondre. Alors, c'est vrai que c'est compliqué à dire. Je pense de la sympathie, de l'empathie, de la compassion. En fait, la pitié, ça a une sorte de dimension un peu de jugement presque, de se dire ah, regardez, c'est elle qui a vécu ce truc difficile. C'est pas forcément un jugement euh, négatif dans le sens purement dénigrant, mais ouais, c'est en fait un attribut finalement. C'est en mode ah, c'est la fille qui doit être triste tout le temps parce que du coup, bah, elle a perdu sa meilleure amie. Et au final, la pitié, ça apporte rien de constructif. Donc c'est vrai que, ouais, à la place de la pitié, ouais, de la compassion, de l'empathie, mais même de la sympathie, juste je sais pas, un petit sourire, un petit pouce en l'air, je te soutiens. Même si on se connaît pas, je te soutiens. Bah, ça aurait été en tout cas mieux que juste de la pitié, quoi. Mais après, encore une fois, je pense que c'est aussi compliqué parce que voilà, on avait 14 ans, donc c'est vrai que c'est assez jeune. Je crois que tout le monde réagissait un peu comme il pouvait. Enfin, c'était quand même un événement assez choquant. Et au final, aujourd'hui, je ne peux pas leur en vouloir d'avoir réagi comme ça. J'aurais certainement réagi comme ça aussi, en fait. Donc, c'est compliqué, en fait, de, de dire a posteriori comment les gens auraient dû agir. Je peux pas. Chacun fait comme il peut, finalement.
D'accord, merci Mina. Alors, la prochaine question, c'est comment savoir quand est-ce que le deuil est fait et comment aider quelqu'un dans son deuil? Du coup, je pense que je vais répondre aussi. Comment est-ce qu'on sait quand le deuil il est fait? Je pense que si par exemple on arrive à en parler de manière assez calme et détendue, je pense que c'est peut-être un premier indicateur. Je pense qu'on le sent aussi. Premièrement, on le sent en fait. On se dit, ben, ok, maintenant je suis en paix avec mon histoire, par exemple. Donc, je pense que ça, c'est un bon indicateur. Et puis, comment aider quelqu'un dans son deuil? Être là et savoir écouter ce dont la personne a besoin. Chacun a des besoins différents et je pense que pour aider quelqu'un, la meilleure manière, c'est d'être à disposition pour ce dont la personne a besoin, en fait. Merci Mina. Alors, la prochaine question, c'est comment les parents peuvent aider leurs enfants lors d'une situation de crise? Et je pense d'ailleurs que c'est la dernière question, donc je sais pas qui veut répondre. Je peux commencer, je ne sais pas si après il y a quelqu'un d'autre qui a une réponse. Je pense que bah, quand un enfant est en crise, c'est vrai que ça peut être assez compliqué parce que des fois l'enfant n'a pas forcément envie d'en parler aux parents. Mais je pense que bah, il y a tout ce qui est du soutien affectif déjà. Je pense que ça, enfin, voilà, des câlins réconfortants, des, des petits gestes réconfortants, un thé, quelque chose, montrer qu'on est là. Et je pense ne pas juger, ne pas juger l'état dans lequel est son enfant. Si je peux rebondir sur la présentation qu'a fait Raphaël, c'est aussi ne pas donner des solutions faciles, en fait. Parce que parfois, les parents, bah, justement, ils sont là, ils voient et ils se disent, bah, il y a cette solution qui est facile. Ouais, mais peut-être que, voilà, comme a dit Raphaël, cette personne-là ne le voit pas à ce moment-là. Et même si ça part d'une bonne intention, ça peut être mal vécu. Et je pense que c'est ouais, être à l'écoute et respecter aussi si jamais l'enfant n'a pas envie d'en parler. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Mina. Peut-être j'ajouterais juste que des fois, les parents, ils sont vraiment pas les mieux placés. Euh, Surtout avec les enfants préadolescents, adolescents, jeunes adultes, parce qu'il y a un enjeu de l'adolescence et puis du passage à l'âge adulte. C'est aussi de s'émanciper de sa famille et de trouver sa propre identité et sa propre voie. Et du coup, c'est une période de conflit qui amène des conflits avec les parents sur, sur les règles, sur les valeurs, sur ce qu'on veut faire. Du coup, voilà, être présent et acceptant. Et je trouverais encore, dans une situation de crise, en fait, vraiment accompagner pour le coup un enfant mineur, ben, quand même vers un pédopsychiatre pour qu'il puisse être pris en charge. Parce qu'il y a une limite vraiment à ce qu'on peut faire comme entourage. Il y a, ça, c'est quelque chose qu'il faut réaliser. En tant qu'entourage, nous, on va se sentir responsable et culpabilisé, et ça sera encore plus le cas pour des parents qui vont vraiment certainement très mal vivre la souffrance de leur enfant. Mais la solution, elle n'est pas forcément entre les mains des parents non plus, et ils peuvent avoir besoin de l'aide du pédopsychiatre véritablement. Donc, je recommanderais aussi de solliciter une aide professionnelle. Merci. Alors, il y a eu deux autres questions qui sont apparues. C'est comment faire quand quelqu'un a un problème mais est dans le déni? Je crois que c'est un peu difficile cette situation. Euh, honnêtement, j'ai pas de conseils concrets à part dire ben, être là pour la personne jusqu'à ce que elle arrête d'être dans le déni en fait.
parce que c'est compliqué d'aider quelqu'un quand il ne voit pas qu'il y a un problème. Donc, on peut essayer de l'aider à réaliser que ça ne va pas, mais à la fin, c'est la personne qui doit réaliser par elle-même. Donc, c'est difficile, mais je crois que... Enfin, je ne sais pas si quelqu'un a une meilleure réponse que moi, mais je pense qu'on est assez impuissant, en fait, dans cette situation. Ouais, c'est un peu similaire à la question de la personne qui ne veut pas parler, mais encore avec une couche supplémentaire qui est que la personne ne se rend pas compte qu'il y a un problème potentiellement. Donc peut-être encore plus difficile. Je pense vraiment effectivement être autour, peut-être mobiliser d'autres personnes autour aussi qui soient au courant en fait des problèmes, voir si d'autres personnes sont d'accord. Puis après, il faut être patient. Puis c'est vrai que de toute façon, il y a besoin d'un moment de l'impulsion de la personne elle-même pour vouloir aller mieux. Et sans ça, personne ne peut y faire grand-chose. Merci. Une autre question, c'est as-tu vu des signes qui t'auraient laissé présager le passage à l'acte de ton ami? Oui, bah pour le coup, je savais que ça allait pas. J'étais là pour elle au maximum. Mais en fait, j'ai aussi envie de dire non parce que j'ai jamais cru qu'elle le ferait en fait. Donc, je savais que ça allait pas. Je savais il y avait une souffrance en tout cas qui était très importante. Mais elle est allée chercher des ressources, elle est allée essayer d'aller mieux. Clairement, en tout cas, moi, j'y croyais et je pense que, en tout cas, je ne me suis pas imaginé un instant que ça allait finir comme ça. Merci, Mina. Alors, une autre question, c'est peux-tu donner un exemple d'astuce que ta thérapeute t'a apprise? Euh, je m'excuse, mais en fait, moi, je dois vous laisser. Il faut que je me rende à mon assemblée générale maintenant. Oui, pas de souci. Merci Merci beaucoup beaucoup pour en tout cette cas petite d'avoir été conférence. là. J'ai eu beaucoup de plaisir à participer. Et je mets juste mon adresse email dans la discussion. Si des gens ont des questions supplémentaires, vous pourrez m'écrire. Merci beaucoup et puis bonne suite de D'avoir été conférence. là. Ciao, ciao. Alors, je pense que ce sera la dernière question, si ça va pour tout le monde. Un exemple d'astuce. C'est un peu compliqué. En vrai, je pense qu'une des astuces, c'est que maintenant, en fait, je suis capable de faire le point un peu, de savoir en fait dans ma tête qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'il faut qu'il soit réglé, combien de temps ça va prendre, etc. Et surtout de pas en fait me laisser aller quand il y a quelque chose qui va pas, parce que je sais que ça va se résoudre. Et du coup, c'est en fait d'adopter finalement une attitude très proactive quand il y a un problème qui arrive. Et de me dire, ben, OK, il y a ce problème-là, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Et bah, si je peux rien faire, bah, laisser couler et laisser le temps, en fait, faire les choses. Je pense que ce serait ça. Du coup, si personne n'a d'autres questions, j'ai pas trop vu de mail. Vraiment, mettez votre mail si jamais vous voulez les slides, etc. Enfin, il y a plein de ressources qui sont notées dessus, donc vraiment, n'hésitez pas. Et puis, pour conclure cette conférence, j'aimerais quand même faire quelques remerciements. Du coup, tout d'abord, bah, un immense merci aux associations qui ont répondu présent ce soir. Donc, merci à Clash, merci à Med6, merci à Stop Suicide. Ben voilà, il est parti, mais merci quand même. Un merci tout particulier à Nestlé de Stop Suicide, même si ben voilà, elle n'a pas pu présenter ce soir, mais en tout cas, c'est elle qui m'a suivie en fait du début
de l'idée, en fait, même du projet jusqu'à sa réalisation. Voilà, elle m'a redirigée quand je partais n'importe où et que ça faisait pas de sens. Elle a pris du temps pour relire tous mes discours. Donc, vraiment, ça c'était super. J'ai énormément appris. Donc, merci beaucoup. Je tiens également à remercier chaleureusement Laurent Combaz, qui est enseignant de musique dans l'école où j'étais avant et qui a bien voulu répondre à toutes mes questions par rapport à la formation contre le harcèlement. Je remercie également Isaac, Eva, Amel, Souvette, Alexandra, Andrea, Mélissa, Vagan, Robin, Jérémy et tous les autres que j'oublie peut-être, qui ont cru en mon projet, qui m'ont soutenue à fond. Je remercie également Madame V, ma psy, de m'avoir apporté autant de clés et de m'avoir accompagnée dans mon épreuve difficile. Je remercie évidemment ma famille, Oanel, Judy, papa, maman. Voilà, merci pour votre aide et votre soutien. Évidemment, je remercie du fond du cœur Cinda et Gaël pour leur soutien inconditionnel, leurs oreilles attentives et leurs conseils avisés en toutes circonstances. Et le meilleur pour la fin, Cheyenne, merci du fond du cœur d'avoir cru en moi, de m'avoir épaulée, écoutée, d'avoir suivi ce projet du début à la fin, d'avoir pris du temps pour relire les textes aussi et de me donner ton avis. Et voilà, merci à vous toutes et tous d'avoir regardé, d'avoir participé à cette conférence. Merci pour vos questions. Et voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup d'avoir été là.